Gleich bei der Steve. Die liebe Rihanna. Rihanna hat heute Geburtstag. Hier ist sie mit... Rostropovitch. Ouais, Rostropovitch. Quand? Dans les années 70. Ah, bah, il y a longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches Rostropovitch? Ah, non, je visite. C'est superbe ici. Splendide. Et le petit village, là-bas? C'est Schlern. 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 SCH. Comme dans Schubert. Et tout ça appartient à la fondation Königsberg. La maison, oui. C'est une résidence artistique. Il la prête régulièrement à des musiciens pour travailler. Le plus célèbre, c'est Rostropovitch. Ah bah Rostropovitch, tu parles bien sûr, il est célèbre. Rostropovitch. Il a pris quelle chambre, Rostropovitch? La grande ou la petite? La petite. Ça t'embête si je prends la grande? Non, je m'en fiche. La chambre de Rostropovitch, ça risque de m'inhiber. Si je me bloque, après, c'est foutu. Pas de problème, prends la grande. T'es sûr? Sûr. D'accord. Mais enfin, si tu changes d'avis... Sûr. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est nous. Bah, pourquoi tu mets ça là? Pour nous donner du courage. Tu vas laisser une photo de nous sur la table? Mais c'est ridicule. Le prix Bratislava dans la catégorie piano à 4 mains, ça n'a rien de ridicule, hein, au contraire. Bah, non, mais enfin, la photo là, c'est curieux, non? D'après Colette, c'est le premier d'une longue série de prix. Hein. Ça commence par Bratislava et ensuite... On a l'air de deux crétins. Mais il y en a des duos qui aimeraient l'avoir, ce prix, tu sais. Très convoité, le Bratislava. Kurt Majewski, le chef d'orchestre qu'on a rencontré au Festival de Strasbourg, Oui. m'a téléphoné pour me féliciter. Pour nous féliciter. Ah? T'as téléphoné? Oui. Les derniers Français à avoir obtenu le prix Bratislava dans la catégorie piano à 4 mains, c'est le duo Pradic, d'origine tchèque, un mari et sa femme. En quelle année? 1952. Connais pas les Pradic. Moi non plus. Ils ont brusquement interrompu leur carrière. C'est un peu inquiétant sur les débouchés qu'offre le prix Bratislava. Qu'est-ce que tu penses de Colette? Bavarde, irritante et fâcheusement contemporaine. Mais semble-t-il efficace. On a bien fait de changer d'agent. C'est grâce à Colette, ça. Avec Mireille, on végétait. Ouais, mais Mireille était plus sympathique. Plus d'humour. Colette, elle est grave, souvent. Avec elle, tout paraît important. L'autre problème de Colette, c'est qu'elle a une tête bizarre, trop allongée. Tu sais à quoi elle me fait penser? À quoi? À une statue de l'île de Pâques. Si tu alignes une centaine de Colettes plantées dans le sol jusqu'à la taille, regardant dans la même direction, tu es sur l'île de Pâques. Beaucoup trop de menton. Trop de menton, mais un joli corps. Hein. C'est encore un point sur lequel je préférais Mireille. En aucun cas on ne pouvait craindre une ambiguïté. Avec elle, la séduction ne pouvait être qu'intellectuelle. Avec Mireille, aucune ambiguïté possible. Tu comprends, Colette, elle sait qu'elle a un joli corps, alors c'est plus compliqué. L'autre jour, on voyait son ventre. T'as vu son ventre? Bah, elle le montre. Elle portait un petit truc à la mode, là. Trop court. Il est comment? Bien. Il est bien plat. La peau bien tendue. Peut-être qu'elle a envie de coucher avec toi.
Non, j'ai des rapports tout à fait normalisés avec elle. Tu t'interdis d'avoir envie d'elle. Pourquoi je m'interdirais? Parce que t'es marié. Moi, si j'avais vu le ventre de Colette, va savoir ce qui se serait passé. Tiens, en ce moment, par exemple, ben moi, j'ai envie d'Élodie. Ton élève? Ouais, La petite Élodie? ouais, La petite blonde, toute mignonne, de 19 ans? ouais, 19 ans. Pas vrai. Ben si, c'est vrai, j'ai envie d'Élodie. Tu dis ça pour frimer. Tu aimerais en avoir envie. Tu sais que c'est pas pour toi. Quoi, tu penses qu'elle est trop vieille? T'as essayé? Non, mais l'autre jour, elle jouait une petite fugue de Bach. Très mal, d'ailleurs, elle n'a aucun talent. Je la regardais et... j'ai eu envie de la lécher de bas en haut. Tu sais, comme les glaces italiennes. C'est curieux, hein, les pulsions. Et en imaginant que tu oses, elle te claque la gueule dès que tu lui poses la main sur le genou. Est-ce que tu peux être protestant? Pas protestant civilisé. Bah, et Fabienne? Fabienne, rien, je m'en fous. On n'est pas mariés. Et puis on s'est engueulés. Pourquoi? Pour des conneries. Ah, bon. Parce qu'elle tenait absolument à m'inviter à dîner au restaurant hier soir, avant mon départ. Bon, alors on va au restaurant. Ensuite, elle me demande de la déposer chez des amis. Bon, alors je la dépose. Et arrivée en bas, elle me propose de l'accompagner. Voilà. Vous êtes engueulé pour ça? Bah, elle voulait pas vraiment que je l'accompagne. Comment tu le sais? Bah, parce qu'elle me dit, viens si tu veux. Bah, si je veux, moi, non, à l'évidence, c'est ce que je veux. C'est passer toute la soirée avec elle, voire la nuit. Bah, si elle m'avait dit, je vais voir des amis, je veux que tu viennes absolument, il est hors de question que j'y aille sans toi, oui. Non, mais là, elle me dit, viens si tu veux. Vous êtes engueulé pour ça? Non, non, j'ai laissé aller toute seule voir ses amis, c'est tout. Ah, bah, vous êtes pas engueulé alors? Si. C'est compliqué. Non, je ne suis pas compliqué. Mais tu comprends pas à quel point c'est humiliant. Bah, attends. Je vais partir pour 3 semaines, loin. C'est notre dernier moment. Et pour elle, je suis quoi, moi? Une première partie de soirée, c'est ça? Mais c'est très humiliant. Si, t'es compliqué. Elle va voir des amis après dîner. Je vois pas le problème. Mais le problème, c'est que c'est prémédité, tout ça. Sinon, elle me l'aurait dit avant le dîner qu'elle allait voir des amis. On en aurait discuté. Elle me laissait une chance de la convaincre d'oublier ses amis et de rentrer avec moi. C'est ça, le problème. Elle a organisé sa soirée, pas notre soirée. Et ça, c'est impardonnable. Bien ce que je dis, t'es compliqué. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, tu n'es pas du tout un complice pour ces choses-là. Je t'ai pas demandé de raconter. Toi, c'est vrai, t'es pas compliqué. Non. T'es simple. Les gens simples sont pas compliqués. Non. Et d'ailleurs, je suis tellement simple que j'ai toujours pas compris. Vous êtes engueulé? Ou pas? Vous êtes engueulé ou pas? Oui, oui, ce matin. Je l'ai rappelé ce matin avant de partir. Et alors? Elle m'a dit que j'étais compliqué. Les indices commencent à s'accumuler, Vladimir. Les témoignages concordent. Le bruit court que tu serais compliqué. Pour ne pas dire tordu. Ah, parce que c'est tordu de vouloir passer la nuit avec sa maîtresse. C'est votre relation qui est tordue. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble depuis le temps? Parce que j'en ai pas envie, voilà. J'ai besoin d'avoir mon chez-moi, d'être seul de temps en temps. Elle me fait payer le fait de garder un appartement. Elle me fait payer mon indépendance. Eh ben ça, c'est intolérable. C'est intolérable et infantile. C'est bizarre qu'il t'appelle toi, Maïovski. Hein? C'est bizarre qu'il t'appelle toi pour nous féliciter. Il a peut-être essayé de te joindre. Non. Rostropovitch, Oui. il travaillait où, tu crois? Ici, face au vide? Je sais pas. Ben, j'ai l'impression de l'entendre. Quoi? Son violoncelle, t'entends pas? Non. J'ai lu T'as lu quoi? l'interview que tu as donnée l'autre jour dans le magazine Musique. Ah, tu l'avais pas encore lu? Non, maintenant j'ai lu.
C'est intéressant, j'ai appris des choses. Quelle chose? Ça, par exemple. Le journaliste demande « Comment pourriez-vous définir votre association avec Paul Letellier ?» Et toi, tu réponds « On pourrait dire que moi, j'apporte les pierres et Paul, lui, apporte le ciment. » Je savais pas que j'apportais le ciment. Fallait bien répondre quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on nous pose toujours la même question. Ben, j'ai répondu ça pour répondre quelque chose. Oui. Mais pourquoi c'est toi les pierres et moi le ciment? Tu préfères apporter les pierres? Ah ben oui! Eh ben la prochaine fois t'apporteras les pierres et moi j'apporterai le ciment. On joue du piano à 4 mains, Vladimir. Je ne vois pas pourquoi tu vas chercher des métaphores dans le bâtiment. Mais tu sais, c'est bien le ciment, c'est indispensable. Je suis ravi. Le ciment, c'est parfait. Ça me convient très bien. Et puis, c'est une matière noble, hein. C'est ce que ça t'inspire, toi, le ciment. Quelque chose de vulgaire. C'est trop commun pour toi. C'est moins chic que la pierre. La pierre, c'est beau, une vieille pierre. Et puis, pas besoin qu'elles soient les unes au-dessus des autres, immobilisées par du mortier, non. La pierre, c'est déjà admirable en soi. Tandis que le ciment... Bon, qu'est-ce que tu réponds, toi, quand on te demande de définir notre association? Toujours la même chose, que nous sommes une seule et même personne, un seul et même interprète, mais à 4 mains, comme 2 frères siamois. Un monstre, quoi. Un type avec 4 mains, ça s'appelle un monstre. Peut-être, mais c'est une réponse qui a l'avantage de nous mettre à égalité, de ne pas nous distinguer l'un de l'autre. Oui, et ben justement, j'ai parfois besoin de nous distinguer l'un de l'autre. À ton profit. Ah bah si c'est moi qui distingue. Bon, on essaie de travailler un peu ou pas? Donc, tu admets que dans la hiérarchie minérale, la pierre se place bien au-dessus du ciment. Sans aucun doute. Donc, tu conçois que je sois légèrement froissé d'être comparé à de la colle. Parce qu'au fond, c'est ça le ciment, de la colle. Je conçois, et je suis absolument navré de t'avoir à ce point offensé. Voilà, j'ai répondu ça pour changer un peu, ça m'est venu comme ça. Bon. Que ça te soit venu comme ça ou autrement n'est pas le problème, hein. Le problème, c'est que ça te soit venu. Ça m'est venu. Bon, cela dit, on peut publier un démenti, hein. Une erreur s'est glissée dans notre numéro précédent. C'est Paul Letellier qui apporte les pierres et Vladimir Skorzny qui apporte le ciment. C'est possible. Je peux aller les appeler tout de suite. Non, c'est pas la peine. Bon alors, on essaie de travailler un peu ou pas? Ah, mais avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais apporter comme ciment, moi, aujourd'hui? Dvorak. Dvorak. Tu vois, là, Oui, à la mesure 58, oui. j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu... Je quoi? Je sais pas comment dire, mais tu sais... C'est quoi? C'est une impression, mais tu... Non mais je comprends pas, Paul. Finis tes phrases. Je quoi? Tu fléchis. Ah bon? Ouais, À la mesure 58. ouais. 58, 59, 60... Jusqu'à la 69. Peut-être même 70. Ouh là là, mais c'est plus un fléchissement, ça, c'est un affaissement. Une défaillance impardonnable. Ah, après, tu repars correctement. Ah bon, ravi de l'apprendre. Oui, je repars donc correctement à partir de la 70. Bon, bah disons qu'à la 71, eh ben je me ressaisis. Je suis de nouveau moi-même. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Pas du tout. Mais si tu me dis que je fléchis, tu dois avoir raison. Il est urgent que je me corrige. D'ailleurs, d'une manière générale, hein, je me demande si on ne le prend pas un peu trop vite. On devrait le prendre à un tempo sensiblement plus lent. On le prend peut-être un peu trop vite. Oui, ce qui expliquerait mon intolérable fléchissement.
Enfin, que dis-je, mon naufrage à la 58e mesure. Peut-être. Ah. Peut-être que si on partait moins vite, tu arriverais plus serein à ce passage, plus décontracté. Voyez encore que la décontraction et la sérénité ne sont pas toujours à souhaiter quand on joue Dvorak. Oui, mais là, si tu veux, à chaque fois, j'attends. À partir de la 58e, je poirote. Tu poirotes. Je me morfonds même. Bon, Paul, je suis navré de t'avoir à ce point offensé. Je me suis excusé, restons-en là. Mais quel rapport? J'ai le sentiment que si je n'avais pas donné cette interview, je ne fléchirais pas à la 58e mesure. Voilà le rapport. Ah non, non, mais tu te méprends totalement, hein, Vladimir. Non, non, je ne parle que de musique, hein. Bon, allez, non. Oublions peut-être le passage un peu difficile de la 58 à la 70 pour le moment, si tu préfères. Il ne me semble pas plus difficile qu'un autre, mais si tu veux, oublions-le. Travaillons la polka. Ah, tu ne te sens pas très sûr de toi? Pardon? Non, sur la polka, tu ne te sens pas très sûr? Remarquablement sûr, pourquoi? Alors pourquoi travailler la polka, puisque toi et moi, nous la dominons magistralement? Oublions la polka! Fini la polka! Revenons à Dvorak. Oula, mais moi tout me va, hein? Dvorak! Très bien, Dvorak! Mais finalement, pourquoi Dvorak, puisque toi et moi dominons à la perfection la moindre mesure de cette œuvre? Non, non, travaillons plutôt Brahms. Brahms! Brahms, Brahms, Brahms. Brahms, Brahms, Brahms. Johannes Brahms. Brahms, 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 Brahms. Johannes. Quoi? Bah, t'entends pas un violoncelle? Non, Mais hier soir aussi, j'ai entendu un violoncelle. il n'y a pas de violoncelle. Rostropovitch est mort. T'as rien entendu? Non, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas travailler avec un violoncelle. C'est peut-être dans la cuisine? Ou dehors? C'est ça, dehors! Va dire à Rostropovitch de jouer moins fort. Demande-lui gentiment, surtout. Hein. Comment elle s'appelle, la jeune fille, là, qui nous fait à manger? Trop dit. Trudy. T-R-U-D-I. Je crois, oui. Y a pas d'umlaut sur le U? Il se prononce où? Je vais pas demander s'il y avait un umlaut, mais je ne crois pas. Non. Trop dit. Elle a une tête à avoir un umlaut. Elle est quoi, allemande? Italienne et autrichienne. On est sur la frontière italo-autrichienne. C'est une austro-transalpine. Elle est mignonne. Oui. Champêtre. Alpestre serait plus juste. Mais mignonne. Et très bonne cuisinière. Elle a tout bien organisé, Colette. Belle maison, beau piano, Rostropovitch, Trudy. Des conditions idéales pour travailler. Et pourtant, on travaille pas. On a l'air de deux clodos avinés. C'est le flash. Qui a fait encadrer cette photo? Colette, C'est fou que t'aies rapporté ça ici. je pensais que ça te ferait plaisir. Plaisir. Tu es face à une étrange contradiction, hein, tout de même. Ah oui, laquelle? L'orgueil d'avoir été décoré et le mépris de la décoration. Tu ne cesses pas de dénigrer ce prix.
Mais en même temps, depuis ce prix, tu tires la couverture à toi. Comme pour dire, c'est moi qui ai été décoré. Moi plus que lui. Je tire la couverture. Bah, rien que le fait de donner cette interview tout seul. Ah, l'interview, bien sûr. Bon, on travaille un peu aujourd'hui ou pas? Ça fait 3 jours qu'on n'a rien foutu. On sera jamais prêt pour la tournée au Japon. Tu veux qu'on travaille ou pas? Oh, mais travaillons. Travaillons autant que tu veux. Moi, je peux travailler et tirer la couverture. Je peux faire les deux en même temps. Non, range-la si elle te gêne. Range-la si c'est ça qui t'empêche de travailler. Oh, mais rien ne m'empêche de travailler, moi. Travaillons. Tu es tellement tendu depuis qu'on est arrivé. Pourquoi je serais tendu? J'ai aucune raison d'être tendu. À cause de ton fléchissement. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû te le dire, excuse-moi. C'est pas grave, personne ne le remarque. Bon, Brahms. Brahms? S'il y en a un qui est tendu ici, c'est toi. Moi? Totalement relax. C'est l'interview, tu vas apporter les pierres, mais apporte-les les pierres, mais prends-les les pierres, apporte-les les pierres. Écoute, je me fous des pierres autant que du ciment. Moi, je veux Brahms. Tu l'as déréglé? Quoi? Le banc. Mais j'ai pas touché au banc. Si, tu l'as déréglé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je le remets comme il était. Ah non, mais là, ça va pas, c'est trop bas, là. Je le remets comme il était. Mais non, mais c'est toi qui viens de tout dérégler. Il était comme ça. Mais jamais de la vie, enfin, Paul, remonte-le, c'est trop bas. Si je le remonte, ce sera trop haut. Il était comme ça. Je sais pas pourquoi tu l'as déréglé. Mais j'ai pas touché à ce banc. Alors t'as grandi. Bon, moi, je ne peux pas jouer comme ça. Alors si personne n'a touché au banc, comment se fait-il qu'il soit déréglé? Je n'ai pas à me justifier sur ce que je dis ou ne dis pas, hein. Vis ta vie, mon vieux, donne des interviews de ton côté, dis ce que tu veux. Tiens, regarde. On joue ensemble, on répète ensemble, on mange ensemble, on voyage ensemble. La seule chose qu'on fait pas encore ensemble, c'est baiser. Mais ça va pas tarder si on y prend garde. Par moments, j'ai une telle soif de solitude, j'ai besoin de faire des choses tout seul. Il faut savoir se garder un petit quant à soi de temps en temps, tu comprends ça? Non, tu comprends pas, t'es exactement comme Fabienne. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Je comprends très bien, alors garde ton quant à toi, mais essayons de travailler un peu d'abord. Je ne peux pas. Je ne peux pas, tu empiètes sur mon quant à moi. J'empiète sur ton quant à toi. Oui. Ah bon? Et de quelle façon j'empiète? Non, j'aimerais bien savoir, Vladimir, ne serait-ce que pour me corriger. Bah t'empiètes parce que tu es là, c'est mécanique ça. Dans ce cas, tout le monde empiète, alors. Je suppose que pour toi, il y a différents niveaux d'empiètement. Oui, il y a des gens qui sont plus ou moins là, oui. C'est-à-dire? Eh ben toi par exemple, tu es là. T'es effroyablement présent quand tu es là. Tu peux préciser, c'est confus. Bah, ce sont des choses qui s'accumulent au fil du temps. C'est difficile d'en isoler une. Ça semblerait ridicule. Ah bah, isole quand même une petite chose. Eh ben quand on est à l'hôtel, tiens par exemple, tu ne peux pas t'empêcher de visiter ma chambre. Ah bon? Ah non, tu peux pas t'en empêcher, mais tu vois, tu t'en souviens même plus. Je te dis, c'est l'accumulation, c'est difficile d'expliquer ça. Et qu'est-ce que je fais? Ce que tu fais, bah tu frappes, je t'ouvre et tu visites. Ah, dis donc, c'est bien, tu donnes directement sur le jardin. Ou alors, oh bah ça c'est marrant, alors, oh bah ça c'est drôle, hein, ta salle de bain est exactement comme la mienne. Ou encore, oh les lits sont très bons, et ça ils sont très bons, mais Paul, merde, mais c'est ma chambre. Et si elle est en tout point identique à la tienne, comme c'est souvent le cas dans les hôtels, au moment où je l'investis, elle a ça de profondément unique que c'est la mienne avec mes affaires. Cette vue sur le jardin est ma vue. Cette salle de bain accueille ma brosse à dents et ce lit bon ou mauvais est mon lit. Mais- Et je l'essaierai quand j'en aurai envie. D'accord. C'est comme ton eau de toilette, là. Cravache de Sisley? Ouais, bah justement, ça cravache. Je comprends. Tu es totalement paranoïaque. Je n'entrerai plus jamais dans ta chambre, Vladimir. C'est promis. Je ne me souviens pas l'avoir fait, hein, mais si je l'ai fait, j'en suis navré. C'était certainement un geste amical. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'amical là-dedans? Non, mais excuse-moi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'amical à venir m'emmerder dans ma chambre? On a déjà souvent l'occasion d'être très amical l'un envers l'autre, non? Regarde un petit peu l'espace qu'on partage, là. Tu vois ce petit banc de piano? Il nous oblige à être tolérants, compréhensifs, ouverts, généreux. Autant de vertus que je ne possède pas, et toi non plus d'ailleurs.
Alors lorsqu'on ne joue pas, ne pourrait-on pas s'échapper non seulement de ce siège, mais également l'un de l'autre? Je comprends. Je comprends. L'idéal, je présume, selon toi, serait de pouvoir jouer comme ça. Toi là et moi ici. Oui, bah là, d'accord, là, on respire. Faut se faire construire 2 demi-pianos, alors. Un pour chacun. Oui, bah, idéal. Tu sais, quand j'étais au conservatoire, il y avait une petite salle, un peu comme celle-ci, avec des chaises éparpillées un peu partout. Et on retrouvait toujours les chaises à peu près au même endroit. Une jeune pianiste était assise près de la fenêtre, tous les jours à la même place. Elle n'était pas précisément jolie. Rien ne la distinguait des autres élèves, sauf peut-être un nez follement pointu, de la forme d'un ciseau à bois. Ah oui. Va savoir ce qui m'a pris. J'ai décidé de me rapprocher d'elle centimètre par centimètre. Insensiblement, je déplaçais ma chaise vers elle. À chaque cours, je gagnais une vingtaine de centimètres. Sans que personne ne s'en aperçoive. Cette traversée de la pièce en chaise a fini par occuper tout mon esprit. Et alors que mon désir montait, moi, je me rapprochais d'elle. Quand enfin, après plusieurs mois de voyage, je suis arrivé à ses côtés, ça lui a semblé tout naturel. Elle t'avait pas vu arriver? Exactement! J'étais comme un fou, il me la fallait tout de suite, sur le champ. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mademoiselle, voilà longtemps que je vous observe. Je brûle de faire votre connaissance. Ouh là là, torride! Et ça a marché. Ah bon? Quelque temps après, j'en faisais ma maîtresse. Ah oui. J'en garde un très bon souvenir. Et pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pour te prouver que nous sommes assez différents, toi et moi. Oui. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais fui à toutes jambes. Non, elle était ravie. D'un autre côté, si elle avait une gueule de ciseaux à voix... Moi, la promiscuité me dérange moins que toi. J'ai l'impression, oui. Ah, Quoi? rien. Tu remarques rien? Non. Le banc. Quoi, le banc? Mais regarde mieux! C'est un banc de piano, notre banc. Et quoi, parle? Il rétrécit. Le banc rétrécit. Tu as tort de rester enfermé toute la journée. Je me suis renseigné sur le duo Praditch. Ceux qui ont eu le prix en 1952. Oui? Hans Werner Praditch, un Français d'origine tchèque, pianiste. Il épouse en seconde noces une jeune Lilloise, pianiste également. Un mariage d'amour. Il décide tout naturellement de former un duo, piano à 4 mains. Nous sommes en 1948. Après quelques années d'une carrière brillante, concerts, tournées internationales, etc., un soir à Vienne en plein concert, Hans Werner se précipite sur son épouse sans raison apparente et commence à l'étrangler. La surprise est telle que personne n'intervient. Seul le régisseur finira par séparer le concertiste et son épouse. Morte. Je ne voudrais pas que ça nous arrive. Il a étranglé sa femme? Oui. Ah! Ça explique pourquoi ils ont interrompu leur carrière. Étrangler sa femme à cause du banc. Au procès, son avocat a plaidé la folie, bien sûr, mais lui, Hans, répétait que leur banc, ayant continuellement rétréci, la promiscuité devenait intolérable. J'ai tout de suite écrit à Colette pour lui raconter. Tu lui as écrit que le banc rapetissait. Bah c'est normal, non, j'ai envoyé un mail. Comment elle le prend? Elle ne me croit pas. Surprenant! Elle s'en fout. Elle s'inquiète pour sa tournée au Japon. Tournée pour laquelle la Fondation Königsberg nous a tout spécialement prêté cette résidence. Je comprends un peu son inquiétude. Je te rappelle que le Japon
est situé sur une zone sismique particulièrement active. Et alors? Sur une plaque qui ne demande qu'à foutre le camp. Ce sera vraiment pas de chance que pile au moment où on arrive... C'est exactement ce que m'a répondu Colette. Néanmoins, je reste convaincu que lorsque je vais poser un pied sur le sol nippon, la plaque va riper et tout emporter avec. Eh oh, oh! En plus, j'ai peur des Japonais, ils sont tout petits. Tu sais que les numéros des immeubles ne se suivent pas dans les rues. Il faut être méchant pour avoir des numéros d'immeubles qui ne se suivent pas dans les rues, non? Sans doute. J'ai suggéré qu'on annule cette tournée. D'ici qu'on arrive au Japon, de toute façon, le banc sera un tabouret. Tu seras sur mes genoux. Fini le duo. Vladimir, est-ce que tu te rends compte que ça fait une semaine qu'on est là et on n'a même pas touché au piano? Oh, une semaine, qu'est-ce que c'est qu'une semaine? Il est resté combien de temps, lui, Rostropovitch? Je sais pas, moi, au moins un mois. Je suis sûr qu'il a rien foutu non plus, lui, Rostro. Moi, je suis convaincu du contraire, hein. Rostropovitch avait la réputation d'être un type très sérieux. Oh, tu sais, les réputations. Et puis comment veux-tu travailler dans un cadre aussi idéal? Hein, la beauté du sommet, le silence, le calme, si propice à l'inspiration. Tout nous pousse à la perfection, non? On dépasse de nous-mêmes, à faire de la musique avec un grand mu. La musique avec un grand mu. La grande chance de Rostropovitch, c'est qu'il était tout seul. Pas accompagné d'un dépressif. Ça simplifie les choses. Parce que te lancer dans la pratique assidue de la varap dans les Dolomites te simplifie la vie, toi? T'es tout aussi incapable que moi de travailler. Ça aussi, tu l'as écrit à Colette? Ah, Colette. Elle pense qu'il faut qu'on s'explique, qu'on vide notre sac. C'est son expression, ça, vider votre sac. Cher Vladimir, bien reçu votre courriel. J'ai du mal à croire que le banc rétrécit. Si c'est le cas, serrez-vous un peu. Il faut que cette tournée au Japon soit un triomphe. Rien n'est jamais gagné d'avance. Souvenez-vous, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Là, LS, 3 petits points de suspension. Je suppose qu'on connaît la suite. Ouais, merci, on la connaît. C'est normal que vous ayez du mal au début. Paris ne s'est pas fait en un jour. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Vous allez finir par trouver vos marques. Vous devriez vider votre sac. Dommage qu'on ne puisse pas se parler au téléphone. J'attends de vos nouvelles. Bise. Colette. Tu vois, Mireille, elle n'aurait jamais utilisé d'expression aussi triviale que vider votre sac. Non, jamais. Colette, elle ne pense plus, elle s'exprime par formule. Elle dit chaque chose en son temps, la cerise sur le gâteau. Et toi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dans ton sac, toi? Hein? Il te reste des choses dans ton sac? Ah oui! Il doit bien me rester des choses dans mon sac. Ouais! Hormis le fléchissement que nous avons déjà largement évoqué. Tu bombes. Je quoi? Quand tu salues à la fin du concert, tu bombes. Tu bombes le torse, là. Je l'ai jamais dit, ah, je croyais te l'avoir déjà dit. Enfin, j'ai jamais bombé le torse. Si. Tu te lèves et tu salues comme ça, là. Après, quand tu sors de scène, tu dégonfles. Tu redeviens normal, voûté. Mais enfin, c'est ridicule. Mais quand tu salues... Mais non, mais je me tiens droit devant le public, bah, je me redresse. Tu bombes. Jamais. Mireille se demandait si tu n'avais pas mal au rein quand tu te relèves. Ah, parce que Mireille aussi. Oui, mais elle avait remarqué cette curieuse façon de saluer. Vous en avez déjà parlé entre vous? On en a même ri. Ah, vous en avez ri. Mireille t'imitait à la perfection. Ah bon? Oh là là, mais ça devait être très drôle. Tu sais comme elle avait de l'humour. Ah oui, oh là là, oui, je pense bien. Oui, Mireille, oui, je comprends, un humour fou. Donc, je bombe. Tu bombes. Mais t'es pas rendu compte, enfin? C'est toujours mieux que de se balancer. Au moins, quand je bombe, j'emmerde personne. Qui se balance? Toi, tu sais, tu te balances comme ça. Et en plus, souvent, tu m'effleures, je te l'ai déjà dit. Non. Ah si. Une sorte de balancement inspiré. Attends. Si. T'es sûr que c'est moi qui t'effleure? C'est Ah oui. peut-être toi qui m'effleure. Ah non, c'est toi. Une sorte de balancement inspiré qui te fait franchir la frontière virtuelle qui nous sépare. Un balancement inspiré. Une sorte de chose comme ça, là. Comme un roseau pris dans la tourmente. Oh, tu fermes probablement les yeux d'ailleurs à ce moment-là, mais c'est normal.
Tu es du côté des graves, donc ça s'y prête. La profondeur des notes, bien sûr, on balance. Toujours est-il que lorsque tu te penches sur ta droite, tu viens me caresser l'épaule ou le bras. Ça, pour toi, c'est insupportable. Oui, oui. Tu viens régulièrement me rappeler que je manque de place, souvent sur Brahms. Romantique, allemand, pessimiste et donc propice au balancement. Brahms, pessimiste, bien sûr. Alors que je continue à croire qu'on peut jouer Brahms sans tanguer comme ça. Ah bah, bien sûr, oui, oui, certainement, oui. Et ça fait longtemps que je... Enfin, tu te souviens depuis quand exactement Depuis quand tu ballottes? Voilà! Mais depuis toujours, souvent tu me caresses l'épaule ou le bras. Mais l'amplitude de l'oscillation a augmenté. Curieux. Alors maintenant que le banc rapetisse, tu vois un peu. Évidemment. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? De quoi? Mais le banc il rétrécit, merde, c'est normal pour toi ça? Bon, écoute, le banc rétrécit, je ballotte, tu bombes. Je crois... Hein? Je crois qu'on s'est tout dit. Tu devrais sortir un peu, respirer l'air pur. Venir faire des balades avec nous. Et on repartirait sur de nouvelles bases. Ah, tu parles comme Colette, de nouvelles bases. Écoute, je vais placer ce banc là, ici, et faire une petite marque, tu sais, comme on fait pour prouver aux enfants qu'ils grandissent. D'accord? Et tu pourras observer que ce banc ne rapetisse pas, ne grandit pas non plus, qu'il est juste un banc. Des balades avec nous? Bah, avec qui tu fais des balades? Avec Trudy, il y a un umlaut. Je lui ai demandé, c'est Trudy avec un vrai U. Tu fais des balades avec Trudy? Avec un vrai U? On a fait une grande randonnée dans la montagne. Très belle. Hein. On était parti pour une petite promenade et on s'est laissé emporter. Un petit chemin très étroit à flanc de montagne. Trudy connaît tous les sentiers ici. On s'est dit que déprimé comme tu es, tu n'aurais certainement pas faim. On s'est dit. Et puis à mi-chemin, il nous a semblé que ça n'était peut-être pas incompatible. La dépression et l'appétit. Oui. Il nous arrive de manger. Mais on a continué quand même. Difficile de juger de la profondeur d'une dépression. C'est ce que je disais à Trudy. Il me semble néanmoins que quand on reste 2 semaines immobile à guetter un banc de piano dans l'espoir de le surprendre à rétrécir, c'est un symptôme fort de dépression, non? Je me trompe? Non. Ah, à ce propos, il a bougé. Tu peux le constater par toi-même. T'as changé la marque? Absolument pas. Si, t'as fait une marque au-dessus, c'est idiot. Le banc perd à peu près 1 centimètre par jour. Pourtant, il doit bien sentir que tu le guettes. C'est comme la grande aiguille d'une montre. Tu sais qu'elle bouge et pourtant tu ne la vois pas bouger. D'accord. J'ai eu Colette au téléphone. Je lui ai dit qu'on travaillait d'arrache-pied. Elle m'a cru. Moi j'ai reçu un mail de ta femme. Je lui ai dit que tu étais parti faire un tour dans la montagne, seul. Elle m'a cru. Mais tu devrais profiter, le grand air, la montagne. Mais tu sais, le grand air de la montagne passe dans les interstices des fenêtres. Je le sens, l'air de la montagne, je le hume, je le prends, le grand air, comme on dit. Mais tu devrais sortir. Et tu peux marcher des heures ici sans repasser au même endroit. Oh, toi, évidemment, t'as le grand air, t'as la montagne et t'as l'amour. L'amour, c'est beaucoup dire. Ah bah si, ah bah, tu trompes ta femme. C'est certainement très revigorant, ça, non?
Très. Bien sûr. Elle est charmante, Trudy. Gentille comme tout. Et beaucoup de conversation. Ah, beaucoup de conversations. Ah, tiens. Mais dis-moi, vous communiquez comment? Anglais. Enfin, austro-anglais. Une sorte d'espéranto saxon. C'est formidable, t'as de la chance. Tu tires des coups en altitude avec une austro-italienne et t'es heureux. Eh ben moi qui ne suis pas marié, je me prive de ce genre de plaisir. Faut bien que je m'occupe, puisque tu as décidé de ne pas travailler. Alors je marche. Oh, je n'ai rien décidé du tout. Je subis, mon vieux, je subis. Tu devrais consulter Consulter quoi? un psy. Tu dis consulter, comme les pros. C'est comme ça qu'on dit, consulter. Consulter un psy. Et tu consultes, toi? Oui, Bah pourquoi tu consultes? parce que j'en ai besoin. Toi? Ah, de quoi t'as besoin? J'ai besoin de me faire aider. Aider à quoi? Tu peux pas comprendre. Ah non. Seuls ceux qui consultent peuvent comprendre. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est une sorte de confrérie d'initiés. Voilà. Mais dis-moi, depuis quand tu consultes? Depuis qu'on joue ensemble, en fait. Bah, pourquoi tu me l'as jamais dit? Je croyais qu'il fallait garder un quant à soi, que j'empiétais sur ta vie privée. Tu vois, moi aussi j'ai des secrets. Ouais. T'avais surtout peur que je me foute de ta gueule. Pas du tout. Mais si, tu m'as rien dit parce que t'avais peur que je me foute de toi. Vas-y, fous-toi de moi. Et Trudy, elle consulte, elle aussi? Pas que je sache. Je comprends pas pourquoi tu consultes. T'es un type équilibré, même désespérément équilibré. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Simple. Simple. Bah oui, quand il y a un problème, tu trouves une solution. Hein? Un problème, une solution. Un problème, une solution. Problème, solution. J'envie cette évidence. J'ai d'ailleurs toujours envié chez toi cette simplicité. Mais c'est dans le bon sens du terme, hein, ne le prends pas mal. Ah oui, dans le bon sens du terme, Ah oui. Ah, c'est sûr, toi, tu es doté d'une âme délicate, une âme d'artiste. Subtile, aiguisée, donc fragile. Non, c'est pas ça, mais... Forcément, trop fragile. Non, c'est pas uniquement ça. Si. Un léger déséquilibre, un grain de sable, et c'est la chute. En fait, tu as la profondeur requise pour la dépression. Contrairement à moi, le simple, le lourdeau. Le lourdeau qui consulte, mais enfin, le lourdeau quand même. Hein. On sent bien chez toi cette aptitude à l'effondrement, à l'anéantissement. Pas de simplicité là-dedans, pas d'évidence. Hein. Tu es digne d'angoisse existentielle d'une très haute facture. Pas moi. La preuve, je culbute une cheleuse sur un pierrier et hop, tout va bien. Alors que toi, non, toi. D'ailleurs, même quand tu n'es plus en dépression, tu restes mélancolique. J'insiste sur le terme mélancolique. Hein. C'est artistique, la mélancolie, c'est musical même. Tu es souvent plein de sombres rêveries. Un peu comme on imagine Chopin méditant sur son tragique destin. Là. Ah, tu vois, c'est toi qui devrais consulter. Mais moi, je crois pas à la psychanalyse, moi. Je crois à la pharmacopée. Je suis un adepte de la chimie. Lexomil, Xanax, Stilnox, Prozac. Voilà la solution. Ben pourquoi tu t'es déguisé en pianiste? Parce qu'on est attendu pour un concert, figure-toi. D'ailleurs, faut que tu te prépares. Ah, on va jouer où? À Schlern. On donne un petit récital en bas à Schlern, à titre gracieux, pour les remercier de leur accueil. C'était prévu. Tu te souviens pas? Oh non, j'avais complètement oublié. Vas-y, prépare-toi. Oh, la tuile. Faut vraiment y aller, on s'en fout, non? On s'en fout pas, c'était prévu. Habille-toi. Mais qui organise ça, la mairie? Entre autres. Mais c'est à l'initiative de la Société des Amis du musée de Schlern. La Société des Amis du musée de Schlern? Oui? Il y a un musée à Schlern? Oui. Dans ce trou?
Un musée de quoi? Un musée de la montagne. De très belles iconographies. Un parcours qui retrace toute l'histoire des pionniers de l'alpinisme. Très intéressant. C'est curieux quand même, hein. Les types habitent la montagne, ils font un musée de la montagne. Ben moi, à leur place, j'aurais fait un musée de la plaine, plus des paysans. Oui, mais ils ont fait un musée de la montagne. Mais dis-moi, pourquoi on joue à titre gracieux? D'abord parce que la société n'a pas d'énormes moyens, et ensuite, en tant que membre de cette société, il me semble difficile de demander un cachet. Non, tu fais partie de la société des amis? Ouais, C'est pas vrai. je fais partie des amis du musée. Tu t'es laissé enrôler par Trudy? Non. Ah bah si, ah bah si. Oui, enfin, elle est elle-même membre, mais peu importe. Non, mais ça ne change rien. Il était prévu que nous donnerions ce petit récital. Allons donner ce petit récital. Trudy a fait de toi un ami du musée. Bon, écoute, je suis à Schlern. Ouais, Schlern possède un très beau musée. sans doute. J'aime les musées. Certes. J'ai donc rejoint la société des amis du musée de Schlern. Tu viens? Et dis-moi alors, c'est où ce récital là? Ah, dans le musée? Dans une petite salle des fêtes attenante. Un endroit charmant, tu verras. Sympathique. Après, il y aura une sorte de petit pot comme ça. Alors, je t'en prie, alors épargne-moi le petit pot. Discuter dans un allemand approximatif avec les locaux et leurs rombières en buvant un champagne du coin, merci. Il y aura certainement des locaux. Ils sont pour la plupart charmants, ainsi que leurs femmes, et le champagne sera d'excellente qualité, hein, j'en réponds. Mais alors dis-moi, ça sert à quoi là, votre société là Vous faites quoi? Bah, j'ai assez récemment rejoint leur rang, mais enfin, ils sont assez actifs, hein, je crois. Ah bon, tu me rassures. Non, parce que j'ai eu peur un moment que ce soit parfaitement inutile comme activité. Schlern est une ville dynamique sur le plan culturel. Bah, notre présence en est la preuve. Bah si, tiens, ils viennent justement d'éditer un livre qui retrace toute l'histoire des manifestations culturelles dans la région, dont le musée, tout ça. Enfin, m'emmerde pas, allons-y. Oh là là, au secours, ils vont certainement vouloir m'offrir le bouquin. Ça doit être un truc énorme, très lourd. C'est certainement un gros livre, alors je le porterai s'il est trop lourd pour toi. Bon, au nom de la société, je te demande de bien vouloir venir à partir de 20h avec tes pierres. Ah. Je me chargerai du ciment. Si tu veux bien me changer. Ya. Et Trudy? Elle sera là, Trudy? Oui, certainement, enfin, si elle arrive à se libérer. À se libérer de quoi? Y a rien à foutre à Schlern. Bon, Trudy sera là. Oh. Viens. Bon, moi je reste comme ça. Tu ne te changes pas? Non, Pourquoi? j'ai la flemme. Tu vas jouer comme ça? Bah, pour la société des amis du machin, un gilet, ça ira très bien, non? Non, on s'habille quand on joue en public. Bah, enfin bon, oui, là, mais tu m'excuseras, tu vois, Schlern, bon. Quand on joue en public, on s'habille. Schlern ou pas Schlern? Bon, écoute, j'ai rien. Voilà, j'ai pas apporté de costume, j'ai oublié. Bon, eh ben, ce sera décontracté. Décontracté? Comment ça, décontracté? La société des amis, les amis du musée de Schlern, les amis de Schlern, entre amis. Hein? On est décontracté entre potes. Décontracté. Ah non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pris ta veste bleue. Laquelle? Ta veste bleue, celle que tu mets souvent, qui va bien avec la mienne. Ah ben je sais pas, moi. J'en ai plusieurs. Non, bleu sombre, t'en as qu'une. Ah, dis bleu sombre. Ah ben tu dis bleu. Qu'est-ce que c'est que ce gilet de merde? Cachemire et soie. Gilet de merde! Quoi? Cachemire et soie, c'est pas assez bien pour tes amis autrichiens? Quand on donne un concert, on met une veste.
par respect pour le public. Tu vois, t'empiètes. Tu m'emmerdes. J'empiète rien du tout. Tu me dis comment m'habiller, c'est pas de l'empiètement, ça? Si, ça c'est typique de l'empiètement. On ne donne pas un concert en gilet. C'est tout. De toute façon, j'en ai assez qu'on apparaisse habillé pareil en concert. On a l'air de jumeaux, c'est ridicule. C'est une question de respect. Je suis effondré. Oh, n'en fais pas trop non plus, hein. C'est un récital gratuit pour les amis de la montagne. Schlern, ville culturelle. Ah, tu parles. 3 baraques pourries en rondin et on fait de la culture. Tout est bon pour la culture. La culture. La culture avec un grand cul. La musique avec un grand mu, la culture avec un grand cul. On a compris, monsieur est un rebelle. Un écorché vif qu'on empiète de partout. Et qui surtout navigue dans des sphères bien plus élevées. Ah oui, toi tu réserves ton intérêt aux grands de ce monde, à des chefs d'orchestre renommés comme Kurt Majewski. Nous y voilà. Ton grand ami, Kurt Majewski, qui appelle pour te féliciter pour notre prix. T'as mis du temps. Je me demandais quand t'allais y revenir. Ton Majewski est un tâcheron. Il conduit un orchestre comme on conduit pas un tracteur. Ces gens-là en bas sont autrement plus honnêtes. Il m'a appelé, moi, Majewski, pour nous féliciter. Et il m'a appelé, moi, parce que nous avions sympathisé. Mais non, vous n'avez pas sympathisé. Si, nous avons sympathisé. À la faveur d'une évidente complicité musicale, que tu le veuilles ou non, nous avons sympathisé. Non, Si. vous n'avez pas sympathisé. Mais si. Il a subi tes assauts. Quoi? Tu l'as courtisé. Et comme une femme harassée qui cède devant un dragueur importun, il t'a fait la charité d'un semblant d'intérêt. Bon, pense, ce que tu veux, ça m'est égal. Tu as d'ailleurs une façon particulière de rire quand tu veux t'attirer les bonnes grâces de quelqu'un. Une sorte de rire forcé, un... ridicule et sonore. Que t'aies été jaloux parce qu'à l'évidence, Kurt Majewski et moi sommes devenus proches, je le conçois. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça puisse déclencher chez toi un tel flot de ressentiment. Fais-le, ton rire de lèche-botte, là, que je l'entende encore une fois. Mais t'es en pleine forme, toi. Pleine forme. Mais ça se voit, mais t'es gorgé d'air pur, le muscle oxygéné, le tendon raffermi. Tu as probablement un dosage de testostérone complètement illégal. Probablement. Ouais, Trudy. Trudy. Avec un vrai U. Courtisé. Quoi? Kurt Majewski. Courtisé. Excuse-moi, mais je trouve ça sinistre, les jeux de mots. C'est lacanien. Ah bon? Eh oui. Parce que je consulte, moi, mon petit pote. Ah, me dis donc, mais ça a l'air de te faire du bien, hein? C'est trop blanc, non? Non. Bon, alors maintenant tu te changes. Tu descends avec moi, Schler. Mais arrête! J'en ai marre de tout ça, j'en peux plus. T'as pas compris que j'en pouvais plus, j'en ai assez. Le banc n'arrête pas de rétrécir, mais ça, toi, tu t'en fous. Tu me parles d'amis du musée, tu me parles de Lacan, de veste bleu sombre. J'en ai marre, d'accord, j'en peux plus. Faut que je m'allonge dans l'Hydrotropovitch. C'est mon lit. Il est hors de question que tu t'allonges dans mon lit. Mais arrête! Va te changer. C'est moi qui ai pris le lit de Rostropovitch. Arrête! Je dors beaucoup mieux depuis qu'on a changé de chambre. Sans comparaison. Un sommeil bien plus réparateur. On peut faire une vie ici. On peut faire une vie à Schlern, au rythme des saisons. L'été, les randonneurs, l'hiver, le ski. Un petit commerce. Location de matériel, petite buvette, ce que tu veux. L'existence s'écoule lentement, c'est une vie, ça aussi. Ah, je sais pas si c'est l'Hydrotropovitch ou l'orientation, mais alors, incomparable. Une vie calme, apaisée, silencieuse. Novembre-décembre, on écoute le murmure des flocons de neige qui s'accumulent. Les cloches de la mi-carême, le vendredi saint.
au printemps, l'écoulement des rivières gonflé par le dégel. Il va être content, ton psy. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a plus de banc. Bah, moi, je m'en fous, violoncelle. Le violoncelle, c'est une chaise ou un tabouret. Le violoncelle, c'est très difficile, Vladimir. Rostropovitch y arrivait bien, lui. Je suis quand même pas plus con que Rostropovitch, non? Ah tiens, au fait, j'ai reçu un message de Madame Benedetti, la trésorière de la Société des Amis du Musée de Schlern. Femme qui parle merveilleusement le français et qui tenait à me remercier personnellement de notre prestation. Considérant le fait que je n'étais pas directement moi-même impliqué dans la vie des Amis du Musée de Schlern. C'est juste. Et plus important, elle a trouvé fort sympathique, c'est son mot, sympathique, que nous nous produisions en chemise. Cela donnait un aspect plus décontracté à la soirée. Je la cite. Tu ne lui as pas dit que l'option chemise n'avait été rendue possible que parce que je t'avais flingué ton gilet cachemire et soie. Non. Comment tu expliques ça? C'est extraordinaire. Mais c'est très logique au contraire. C'est l'érosion. L'érosion qui use chaque couple. D'abord, les sujets de conversation deviennent de plus en plus rares, puis la parole disparaît. Et ensuite, quand on n'a plus rien à dire... C'est l'espace qui rétrécit. Tiens, tu vois, si j'avais pris un appartement avec Fabienne, je suis sûr que les murs auraient fini par se rapprocher les uns des autres. Tu devrais mesurer la surface chez toi. J'ai acheté un 90 mètres carrés, loi Carrez. Il doit même pas vous en rester 70. Faudra vérifier. Mais nous, on n'est pas un couple. On n'est pas un vrai couple. On n'est pas comme les Praditch qui finissent par s'entretuer. On est amis. Est-ce qu'on n'a jamais été amis? Peut-être pas. À l'évidence, non. Non, pas amis. Non. Le processus de désagrégation entre toi et moi a commencé il y a longtemps. Par exemple, quand nous jouons ensemble et que tu commets une erreur, une petite erreur, disons une imprécision. Tiens, ton fléchissement à la 58. Bah, malgré moi, je me réjouis. Nous en pâtissons tous les deux, pourtant. L'ensemble en souffre. Donc moi, autant que toi, et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me réjouir. D'en tirer une imperceptible mais profonde satisfaction depuis toujours. Moi aussi, je suis ravi quand tu te plantes. Au tout début de notre duo, il y a 20 ans maintenant, au tout début, tu avais découpé un article qui relatait une opération chirurgicale consistant à séparer deux nourrissons siamois attachés par la tête. Tu m'as donné cet article dans lequel on apprenait que si l'un des deux nourrissons avait été sauvé, l'autre était mort. Tu te souviens de ça? Je me souviens très bien, le mort, c'était toi. Et puis au fil du temps, tu es devenu de plus en plus antipathique. Je suis devenu antipathique ou tu m'as toujours trouvé antipathique? Toujours trouvé antipathique et prétentieux. T'es mis à bomber, Je me tiens droit, c'est tout. à prendre des airs maussades pour te donner de l'importance. Alors, par gentillesse, par faiblesse surtout, on t'en a donné de l'importance. Comme on donne un gâteau à un enfant pour qu'il arrête de geindre. Ça t'a encouragé, bien sûr, tu en as réclamé, encore. Tu es devenu très antipathique. C'est de ta faute si le banc rapetisse. Ah non! Je ne peux pas être le seul responsable. De ta faute. Ah, toi aussi t'as changé. Pas tant que ça, non? Si, au fil des années, tu as perdu ta substance. Tu t'es liquéfié. Liquéfié. Oui, liquéfié. La flaque. Une flaque. Peu profonde serait la bonne représentation métaphorique de ce que tu es devenu. Tu t'es installé dans le couple, notre couple de musiciens, comme tu t'es installé dans ton couple avec ta femme. J'essayais d'être gentil, d'arrondir les angles. C'est un tort. L'arrondissement des angles est le plus sûr chemin vers la flaque. Écoute, il y a une chose assez frappante. C'est un détail, mais je ne me souviens jamais du prénom de tes enfants. Je me souviens du prénom de mes nièces, Julie et Valentine. Je sais que le fils de ma gardienne s'appelle Raimondo. Je me souviens même d'Hector, le gamin d'une amie d'enfance que je ne vois plus depuis longtemps, mais tes enfants, les tiens, c'est drôle, hein? Eh bien, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Comment est-ce que tu expliques ça? Antipathique. Très antipathique.
Le banc rapetisse parce que tu n'existes plus, tu es devenu translucide. Il s'arrêtera de rétrécir quand ta place aura définitivement disparu. De plus en plus antipathique. Tiens, c'est comme ta femme, toujours souriante, enjouée, enthousiaste, assommante. Elle est très responsable de ta liquéfaction. Martine t'a toujours trouvé odieux. Ah bah tu vois. Odieux! Elle ne comprenait pas comment je pouvais te supporter. Et invariablement, je lui répondais que je ne te supportais pas. Tu vois, toujours tes airs importants. Tu n'arriveras jamais à jouer du violoncelle. Question de concentration. Ah bon. Concentre-toi bien alors. Concentration et volonté. On tire l'archet sur la corde ou on le pousse. Bon. Au moment du changement, du pousser au tirer, l'archet passe inévitablement par un arrêt complet puisqu'il change de sens. La difficulté est de ne pas faire sentir cet arrêt. La corde doit continuer à vibrer comme si l'archet était infini. Alors, comment effacer cet arrêt? Les Russes! L'école russe de violoncelle préconise une technique basée sur le mental. Lorsque tu arrives au bout de l'archet, ton esprit, lui, est déjà en train de le pousser. Il a déjà changé de sens. L'esprit précède le geste. Ainsi, le geste va suivre, rattraper l'esprit en quelque sorte et effacer la césure. Concentration et volonté. D'accord. L'esprit précède le geste. Ton esprit joue déjà du violoncelle. Il va rattraper l'esprit. Pour le reste, faut que ça suive. L'esprit précède le geste. Le geste va suivre, rattraper l'esprit. C'est ambitieux, je l'admets, mais follement exaltant. À mon avis, c'est plutôt un symptôme indiscutable de démence. Non mais l'été, les randonneurs, l'hiver, le ski, le murmure des flocons, non mais qui est dément? Oh, dément libéré, ou plutôt émancipé. Émancipé de cette pensée protestante et moralisatrice. Plus de banc, plus de musique. Le silence! Je vais enfin pouvoir donner libre cours à ma soif de rien. Certains y verront de la médiocrité. Là où il s'agit d'élévation. Je sens profondément ce changement en moi. Ça peut paraître étrange, mais c'est quelque chose de très profond. Mais qu'est-ce que les protestants ont à voir là-dedans? Aucun sens de l'intemporel. Font chier. Je vais me convertir À quoi? au catholicisme. Ah, pourquoi pas? Tu devrais faire comme moi. Je suis juif. Mais non, tiens-moi ça. Bah, comment non? T'es pas juif. Bah, je sais encore mieux que toi si je suis juif ou pas, non? C'est ce que tu dis dans ton interview sur la pierre et le ciment, oui. Tu fais valoir de lointaines origines juives, mais c'est pas vrai. Mais je ne fais rien valoir du tout, c'est comme ça. Non, mais je comprends, hein. Juif d'Autriche-Hongrie, ça fait chic. Très grande musique. L'empire de François-Joseph à son apogée. Vienne, Budapest, Zweig, Freud, Schnitzler, mais enfin bon. Mais enfin bon, quoi? Le fait que ta mère soit hongroise, prétendument juive et pianiste amateur ne te met pas au rang de Rubinstein ou d'Heifetz. Enfin, j'ai jamais considéré que j'étais au rang de Rubinstein ou d'Heifetz. Si, une petite parenté avec le génie. Lointaine, mais une petite parenté quand même. Bon, d'ailleurs, ma mère n'est pas prétendument juive. Ah, qu'est-ce qu'elle est? D'origine juive. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, bah tant pis pour toi. Mais si. Pour ça que tu as gardé son nom de jeune fille. Skorzny, c'est bien son nom de jeune fille. Avec après le Z de Zni, ce S superflu qui fait très steppe d'Europe centrale. Ça fleure bon le génie allemand, hein. Nietzsche n'est pas loin. Bon, d'abord, je m'appelle comme j'ai envie de m'appeler. Ensuite, le nom de mon père est Rigaud. Et il m'a semblé que Rigaud Letellier, ce n'est plus comme une entreprise de déménagement que comme un duo musical. J'ai donc décidé de t'en déplaise, de prendre Skorzny et d'en conserver son orthographe originelle. Alors évidemment, certains bons Français comme toi vont trouver cette accumulation de consonnes déconcertante, mais tant pis, je prends le risque. Et Vladimir? Vladimir était le prénom de mon grand-père. Et ton prénom à toi? Francis. Tu t'appelles Francis Rigaud et pas Vladimir Skorzny. Et je t'emmerde.
Ne le prends pas mal, je trouve ça un peu snob, c'est tout. Ah bah toi, évidemment, dans ta buvette à Schlern, entre les flocons de neige et le dégel, c'est sûr, on est vite snob. Tu peux pas comprendre, ça m'étonne pas. Ah bah bien sûr. Tu ne comprends pas l'ampleur du mouvement qui est en train de m'emporter. C'est quelque chose de mystique, véritablement. Grâce à Trudy, tout ça. Oui, c'est ce que disent souvent les hommes qui ont connu leurs femmes trop jeunes. On fait des enfants trop vite et qui tombent un jour sur un petit cul. En l'occurrence, Trudy. Eh ben, y a rien de mystique là-dedans, mon petit père. Tu n'appréhendes pas du tout le spirituel. C'est quelque chose qui t'échappe totalement. Moi, je m'ouvre aux autres, alors que tu t'effondres sur toi-même. Deux parcours totalement à l'opposé. Tu es un matérialiste au sens propre, alors qu'il se dérobe sous toi le matériel. Tu es ennemi de l'esprit, j'avais déjà remarqué ça. C'est moi qui ai remarqué que le banc rétrécissait, et c'est uniquement moi qui entends le violoncelle de Rostropovitch. Non mais c'est pas vrai. Je m'ouvre aux autres, mais t'es pas mystique, t'es vaniteux. Non, qui bombe? Moi, je ne bombe pas le torse. Tu ne bombes peut-être pas. Mais quand on a reçu le prix du disque dans la catégorie piano à 4 mains, dès le lendemain, tu as mis des accents circonflexes sur les A. De quoi tu parles? Tu disais Prague, pas Prague, mais Prague. Je pense pas. Si, au début c'était léger, et ça s'est accentué avec le temps. Depuis ce prix, tu mets des accents circonflexes sur les A, je t'assure, Paul. Et parfois même plusieurs. Lorsque nous avons joué à Bratislava, souvent sur Brahms également, tu as une façon très particulière de fermer le A. Brahms! Non! Là, tu viens de le dire avec un A très ouvert, juste pour me contredire. Brahms! Non! Cette frénésie du circonflexe, outre son ridicule, prouve que toi, l'homme de l'esprit, l'homme au-dessus du matériel, en réalité, tu as voulu te donner de l'importance, tu t'es cru arriver. Brahms! T'as réagi comme un petit bourgeois vaniteux qu'on vient de décorer de l'ordre du mérite. Brahms! Oh, ça n'a d'ailleurs aucune importance en soi, je te le concède. Brahms! Mais je tenais à te le signaler, c'est tout. Brahms! Pour te rendre service. Brahms! Je te remercie. Y a pas de quoi. Moi, je mettais des accents circonflexes. Et toi, tu donnais des interviews, seul, en t'identifiant au plus noble des minéraux. Je remercie Monsieur Skorsny. Non, pas Skorsny, Skorsny. ZS, se prononce Z, pas ce. ZS, c'est Z. Skorsny. Tu signalais d'ailleurs toi-même il y a un instant ce fait hautement insolite, Zni. Ah d'accord, Monsieur Skorsny. Monsieur Vladimir Skorsny. Non, pas Skorsny, Skorsny. Non, mais je sais plus comment je m'appelle. Il vient de me dire que ça se prononçait Z. Skorsny. Ah, tu prononces le Z comme ça, toi maintenant, en butinant comme une abeille. Monsieur Skorsny est une belle pierre de taille. Ah, nous y voilà. Skorsny. Oui, Brahms, Prague, Bratislava, Mozart, Brahms, Mozart, Bratislava, Prague. J'attends. J'attends un événement. Il se passe des milliards de choses dans le monde. À chaque seconde, des milliards de catastrophes, de désastres, de joie, de bonheur. Des milliards d'événements grands, petits, insignifiants, décisifs. Mais ici, rien. J'ai trouvé ici, sur cette terrasse au-dessus de Schlern, le seul endroit de l'univers où il ne se passe absolument rien. Enfin, pas exactement rien. Un gargouillis. Il y a à peu près 1 heure. Un gargouillis, émis par moi-même, a retenti, constituant le seul épisode notable de la journée. Je me suis donc interrogé sur la signification profonde de cette actualité qui a bousculé mon néant. Et j'en ai rapidement conclu que seule la faim pouvait contraindre mon estomac à émettre un bruit aussi incongru. Un gargouillis. Un gargouillis comme une porte qui grince, une fenêtre qui claque, une rumeur qui monte, un peuple qui se soulève. Un gargouillis. Un tout petit gargouillis. Ouh, le petit gargouillis. Le gargouillis.
Pikakouye. Aucun regret? Aucun. Je la lâche. Vas-y. Voilà. Enfin débarrassé. C'est très beau ce qu'on vient de faire. On fout notre carrière en l'air, mais c'est très beau. Tu sais que tu deviens autrichien, toi, tu t'en rends compte? Ah oui? Où est le banc? Disparu. Je me suis levé ce matin, je l'ai cherché, plus de banc. Il a disparu cette nuit. Terminé, plus de banc. Eh non, plus de banc. Tu vois, je pensais au moins qu'il laisserait un petit quelque chose. Un pied, une latte. Un souvenir, quoi. Eh non, plus de banc, il reste que le piano. Il aura fallu un mois. En un mois, plus de banc. Eh oui. Et dire qu'on devrait être à Yokohama ce soir. On n'y sera pas. On devrait être au Japon depuis une semaine. Il faut bien finir par venir nous chercher. Qui ça, il? Les autres, le monde. On ne bouge pas, on ne bouge plus. Une de nos balades favorites avec Trudy, c'est un petit chemin à flanc de montagne. Par moments, le chemin est si étroit qu'il a fallu assembler des planches et les étayer perpendiculaires à la paroi. Au mieux, une corde usée te sépare du vide, hein, c'est vertigineux, inquiétant même. Tout au long de ce parcours, le chemin s'élargit à peine et il y a tout au bout une sorte de promontoire avec au-dessus un banc. Un banc tout simple, en bois, face au vide. Avec Trudy, on reste assis là pendant longtemps. Hein. On écoute en silence, collés l'un à l'autre. Le promontoire fait à peine la largeur du banc. Si un jour ce banc-là rapetisse aussi, l'un de nous deux tombe dans le vide. Hein. Bon. Tu sors? Oui, Tu vas où? je vais déjeuner. Avec qui? Avec Trudy. Ah, tu rentres tard? Si je rentre, Ah bon? ça t'embête? Oh non, non, non! Je me demande simplement ce que je vais foutre, c'est tout. Travaille ton violoncelle. Non, j'ai pas envie. Regarde la télé. Oh bah, la télé autrichienne, merci. Il y a la télé par satellite dans la chambre. Mais j'arrive pas à faire marcher le satellite, j'y comprends rien. Il y a 5 télécommandes, 2 décodeurs, tout ça pour un seul écran. Mais moi, je sais le faire marcher, hein. Je vais te mettre Arte. Oh bah, c'est Arte Allemagne. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'Arte Allemagne? Mais j'en ai rien à foutre, moi, des Allemands! Le peuple décadent par excellence, aucun équivalent dans l'histoire. Du génie de la philosophie à l'électroménager pour tous, de Nietzsche à Blaupunkt. Bon, écoute, je sais pas. Non, non, mais vas-y, surtout ne fais pas attendre, Trudy. Enfin, Vladimir, c'est ridicule. Non, mais va, je comprends, je passe en dernier, mais c'est pas grave. Tu passes pas en dernier. Va! Je m'étonne juste qu'après 20 ans de carrière commune, je sois traité comme la dernière des merdes, c'est tout. Tu me fais une scène. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, tu me fais une scène. Maintenant qu'il n'y a plus de banc, tu m'engueules. Tu me fais une scène. C'est à cause de toi si j'en suis là. Par quel miracle? Qui a eu l'idée de former un duo? Toi. Moi? Oh, quelle mauvaise foi! Tu t'es senti incapable d'une carrière solo. Alors tu m'as proposé un 4 mains. Moi? Incapable d'une carrière solo? Moi? Aucune chance. Non mais j'ai sacrifié ma carrière solo pour toi. Pas du tout. C'était la mode des 4 mains. J'ai été faible, j'ai dit oui. Comme ça a marché, on a continué. Et tu t'es mis à consulter. Exactement! Non seulement j'avais gâché ma carrière, mais en plus, il fallait que je te supporte. Mais tu parles, il fallait que tu gagnes ta vie, oui, t'avais déjà 2 niards à nourrir. J'aurais très bien pu me débrouiller sans toi. Mais sans moi, mais tu serais prof dans un conservatoire de province. Vladimir, je ne veux pas te blesser, mais je joue beaucoup mieux que toi. Je suis un bien meilleur pianiste que toi. Alors ne dis pas je ne veux pas te blesser, alors que tu dis ça uniquement pour me blesser. Bon d'ailleurs, je ne réponds même pas. Je mets ça sur le compte d'une fébrilité toute légitime avant un rendez-vous amoureux, voilà. Vladimir, on vient de jeter notre photo, il n'y a plus de banc. C'est fini. Terminé. Faut que tu l'acceptes. Mais j'accepte, mais qu'est-ce que tu crois? Mais je peux encore m'étonner, sans être soupçonné de te faire une scène, de ton intolérable égoïsme, non?
Bon, je vais y aller. C'est ça, vas-y, vas-y. Ah, juste par curiosité comme ça, qu'est-ce que vous faites ensemble? Enfin, à part... qu'est-ce que vous vous dites? Parle de tout, de rien, de Dieu beaucoup. Ah, Dieu! Ouais, Trudy est très croyante. Oh, mais elle est formidable. Je vais m'installer avec elle dans ce petit village. Je refais ma vie, Vladimir. Bah, c'est facile à dire, ça, je refais ma vie. Et ta femme? Et les enfants? Ma femme sait tout, je lui ai tout dit. Et alors? Elle est dévastée, mais... Elle finira par comprendre que c'est pour le mieux. Et les enfants? Je les verrai pendant les vacances, à Schlern. Et puis quand ils seront plus grands, ils viendront vivre ici avec nous, ils apprendront l'allemand. Très important d'apprendre une langue comme l'allemand, une langue de grammaire. Et puis plus tard, ils pourront demander la nationalité autrichienne. Pourquoi faire? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu peux pas rester là, hein, ils vont finir par te foutre dehors. Je les attends, je verrai bien ensuite. Allez, vas-y, t'occupe pas de moi. Fais pas semblant de t'inquiéter, c'est pire. Bon, salut. Va ronger un bretzel avec ta pouffe. Les voilà. Qui? Tout le monde, là, il monte le chemin. Mireille, Colette, ta femme? Ma femme? Et deux autres types. Et derrière, des policiers en uniforme, regarde. Des policiers autrichiens. Des policiers autrichiens, faut les bloquer la porte. Non, c'est fait, j'ai fermé à double tour. Attends, Colette déplie une banderole. Qu'est-ce qu'il y a écrit? J'en appelle à votre sens de la raison. Oh, la conne, dès qu'il y a une banalité à dire. La maison est encerclée. Ouais, côté falaise. Côté chemin. On bougera pas d'ici. On est armés. On est armés. On a de quoi tenir plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on a? 6 œufs. Défonce la porte, on est foutus. Non, il y a un moyen de sortir d'ici. L'école russe de violoncelle. L'école russe? Oui, l'esprit précède le geste. Fais comme moi, mon vieux. Je propose que nous fassions sortir d'abord notre esprit, ensuite le geste suivra. Pourquoi pas? Après tout, t'as raison, on n'est pas plus con que Rostropovitch. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça marche. Tu sens que ça marche? Ça marche. Regarde, ils ont défoncé la porte. Ils vont se demander ce qu'on a fait du banc. C'est tout petit, Schlern, vu d'ici. Même d'en bas, c'est tout petit. Oh, regarde le musée. Dis donc, le type là-bas, ce serait pas Rostropovitch? Arrête avec ça. Tu vas par où? Par là. Et toi? Par là. Que Dieu te protège. Pas besoin. Oh, j'entends un violoncelle. Ah, ben quand même.